Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la section 4.7 du livre de physique XXI, le tome B. Donc, ben voilà, avant de se lancer comme tel dans la section 4.7, juste vous faire un mini rappel de ce qu'on a vu à la section 4.6. Okay? À la section 4.6, on a vu que quand on avait un fil électrique qui était parcouru par un courant électrique. Donc, par exemple, ici, vous avez un fil qui est vertical avec un courant électrique qui va vers le haut, donc un certain nombre d'ampères qui circulent vers le haut. Ce qu'on a vu à la section 4.6, c'est que dès que vous avez un courant électrique qui circule dans un fil électrique, ça va générer, ça va produire du champ magnétique. Okay. Et on avait vu comme deux aspects. On a vu premièrement l'aspect avec l'orientation. Donc ça se fait avec la règle de la main droite. Donc vous prenez votre pouce, vous pointez votre pouce dans le même sens que le courant électrique et le repliement de vos doigts, si vous voulez, va vous indiquer dans quel sens vont tourner les lignes de champ magnétique autour de votre fil. Okay. C'est ça. Fait que vous pouvez imaginer des lignes de champ magnétique qui vont tourner dans le même sens que vos doigts autour de votre fil électrique, donc dans ce sens-ci, si votre courant va vers le haut. Okay. Et à chaque point qui vous intéresse, s'il y a un point P qui vous intéresse, vous voulez savoir c'est quoi le champ magnétique qu'il y a à cet endroit-là, vous allez vous trouver à une certaine distance R de votre fil, que vous mesurez en mètres. Okay? Et vous savez que le vecteur champ magnétique à cet endroit-là va toujours être tangent à votre cercle. Donc, ça revient à dire qu'il va former un angle de 90 degrés avec votre ligne R. Okay? Et comme vous le voyez ici, là, les cercles, comme ça, vont toujours être centrés sur le fil et les vecteurs champ magnétique vont toujours être perpendiculaires à la direction du fil. Fait que si votre fil est vertical, comme dans ce cas-ci, tous vos vecteurs champ magnétique vont être dans un plan horizontal, donc un plan qui est à 90 degrés de l'axe de votre fil. Okay. Et ce qu'on avait vu à la section 4.6, c'était cette formule-ci qui nous permettait de calculer le module du vecteur champ magnétique. Donc mu0 sur 2pi, donc juste une constante, multiplié par le courant qui circule dans votre fil et divisé par la distance r. Okay. Cette équation-là, à la section 4.6, c'était le module du champ magnétique généré par un courant circulant dans un fil rectiligne infini. Okay. Donc, c'est dans une approximation où le fil ici est très très long. Okay? On appelle ça le fil infini. En fait, qu'est-ce qu'on entend par fil infini? Ben, c'est un petit peu l'équivalent quand on était là, à la section, au chapitre 1. Quand on était au chapitre 1 puis qu'on parlait là, des trieucles, là, je vais écrire ça entre parenthèses. Là. Ben, c'est ça, une tige rectiligne infinie, uniformément chargée. Fait que le mot infini, qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, c'est la même chose que ça veut dire ici pour le fil. Okay? C'est qu'on va dire là, que l'équation qu'on a vue ici, l'équation de la section 4.6, c'est une équation qui est valable et uniquement quand vous avez un fil qui est infini. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique, un fil qui est infini? Ben, c'est quand la distance R est beaucoup plus petite que L. Donc, si vous avez un point P qui vous intéresse, pour lequel vous voulez calculer le champ magnétique, ben, ce point P-là va être à une certaine distance R de votre fil. C'est sûr que votre fil, là, dans la vraie vie, un fil, ça n'a pas une longueur qui est infinie. Fait que votre fil, il va mesurer là, une certaine longueur L, okay, d'une extrémité à l'autre. Mais si la distance R est beaucoup plus petite que la longueur L de votre fil, là, on va pouvoir supposer que du point de vue du point P, là, votre fil peut être considéré comme l'infini. Par exemple, si vous avez un fil qui mesure 10 mètres de long, puis que vous avez un point qui est placé à 2-3 cm de ce fil-là, ben, on peut considérer que le fil va être infini. Okay? Fait que ça, c'est un des critères. Le deuxième critère, c'est que le point P doit être loin des extrémités du fil. Il ne doit pas être près, là, mettons que votre fil commence ici puis qu'il arrête ici. Là. Votre point P ne doit pas être trop proche de l'extrémité du fil, il doit être relativement proche du centre du fil. Okay? C'est exactement les deux mêmes critères que pour la triuque. Okay? Fait que quand c'est le cas, quand vous avez un point P qui répond à ces deux conditions-là, si R est beaucoup plus petit que L et que le point P est relativement proche là, du milieu du fil, qui n'est pas trop près des extrémités, on a le droit d'utiliser cette équation-là, et ça donne une bonne approximation. Donc ça, c'est ce qu'on a vu à la section 4.6. Ce qu'on va voir à la section 4.7 maintenant, c'est un peu l'équivalent, mais pour des fils qui ne sont pas infinis. Donc on va voir un truc là, qui s'appelle la loi de Biot-Savart, qui est cette équation-là ici, qui va nous permettre là, de réaliser une intégrale et de trouver cette équation-là ici. Et ça, vous voyez que c'est le module du champ magnétique d'un fil rectiligne fini. Okay? Donc c'est pas un fil qui est infini. Donc c'est un fil pour lequel on n'aura pas ces deux conditions-là qui vont être respectées. Okay. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'équation qui est un petit peu plus complexe là, que celle-ci. Okay. Par contre, cette équation-là, ce serait comme, si vous voulez, la vraie équation qui marche dans tous les cas. Okay. Cette équation-là, ça marche seulement quand vous avez un fil qui est infini.
Okay. Donc c'est ça la différence entre les deux. Vous voyez dans le titre de la section 4.7, c'est encore écrit un fil rectiligne fini. Donc c'est vraiment là, c'est ça la différence. Okay. Fait que maintenant qu'on sait de quoi on parle dans la section 4.7, allons-y. Okay. Ce qu'on fait au début, c'est qu'on définit ce qu'on appelle la loi de Biot-Savart. Donc, la loi de Biot-Savart, c'est cette équation-là ici. C'est l'équation de base, en fait, qu'on va utiliser pour les prochaines sections. On va voir là, dans les prochaines sections qui arrivent, le 4.7, 4.8, 4.9, on va voir le champ magnétique qui est généré par différents objets. Dans la section 4.7, ça va être par un morceau de fil qui est fini. Dans la prochaine section, 4.8, on va voir le champ qui est généré par un anneau. Et dans la section 4.9, on va voir le champ magnétique qui est généré par un solénoïde. Mais dans tous les cas, on va toujours repartir de cette équation-là qui s'appelle la loi de Biot-Savart. Parce que la loi de Biot-Savart, c'est comme un peu c'est comme si vous voulez, la brique qu'on va utiliser pour construire les murs qui s'en viennent. C'est que c'est vraiment l'élément de base. Okay? Ce que ça dit la loi de Biot-Savart, c'est que si vous avez un petit élément infinitésimale de fil électrique. Donc, un morceau de fil là, qui mesure une longueur infinitésimale qu'on appelle dl. Okay? Et si ce fil-là est parcouru par un certain courant I, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ce petit fil-là, ce petit morceau de fil-là, infinitésimal, va générer du champ magnétique autour de lui. Okay. Exactement de la même façon que ferait un fil électrique. C'est-à-dire que si vous avez un petit morceau de fil comme ça, on peut appliquer la règle de la main droite. Donc on peut prendre encore une fois notre pouce, on le pointe dans le sens du courant, okay, et le sens d'enroulement de nos doigts va nous dire dans quel sens le champ magnétique va être produit. Okay. Donc ici, par exemple, si on a un petit courant électrique qui circule vers le haut, on voit que les lignes de champ magnétique là, vont tourner comme ça, okay, autour là, de notre fil électrique. Donc, ça ferait quelque chose comme ça ici. Donc, par exemple, pour ce schéma-là, quand on va être à gauche du fil, on va avoir du champ magnétique qui va sortir de l'écran. Et quand on va être à droite du fil, on va avoir du champ magnétique qui entre dans l'écran. Okay. Fait que la règle de la main droite, concernant le sens d'enroulement des lignes de champ magnétique, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la section 4.6. Okay? Mais maintenant, comme c'est juste un petit morceau de fil, un petit élément infinitésimal de fil, l'équation pour trouver le module du champ magnétique produit par ce petit fil-là, qu'on va d'ailleurs appeler dB, hein, parce que si vous avez juste un petit élément infinitésimal, une petite longueur infinitésimale de fil, là, ben, une longueur de fil dl, ça va produire juste un champ magnétique infinitésimal qu'on va appeler dB à ce moment-là. Et l'équation pour le calcul, c'est celle-ci, donc on appelle la loi de Biot-Savart, donc mu0 sur 4pi, donc une constante, multipliée par le courant électrique, hein, le nombre d'ampères qui circule dans votre petit fil, fois notre élément dl, fois sin de θ, divisé par r au carré. Sin de θ, en fait, θ, c'est l'angle qui est formé là, entre l'élément de fil et le point P qui vous intéresse, le point P pour lequel vous voulez aller, par exemple, calculer le champ magnétique. L'angle θ, c'est l'angle qui va être formé entre l'axe du fil, donc entre la ligne là, qui pointe là, devant le fil, dans le même sens que le courant, et le point P qui vous intéresse. C'est comme si la ligne qui était exactement en haut du fil, là, qui pointe dans le même sens que le courant, ça c'est défini comme étant 0 degré, et n'importe quel point P, on va partir un angle qui part de ce... toujours en référence à cette ligne-là. Et la distance R, mais ça va être la distance qu'il y a entre le petit élément infinitésimal de fil et le point P qui nous intéresse. Donc, ce serait la distance ici qui est en mètres. Okay. On va utiliser cette équation-là tout à l'heure. En fait, on va même l'intégrer pour trouver le champ magnétique qui serait produit par une certaine longueur de fil. Donc, un fil qui aurait une certaine longueur finie. Okay. Mais avant de se lancer là-dedans, je voulais juste... en tout cas, juste être sûr que vous comprenez bien cette équation-là. Okay? Puis la décortiquer un petit peu, l'analyser un petit peu, puis regarder c'est quoi les effets des différentes variables. Okay? Donc, ce qu'il faut réaliser, premièrement, c'est que là-dedans, il y a des constantes. Hein. Mu0 sur 4pi, ça, c'est juste une constante. Okay? I, c'est le courant électrique qui circule dans votre petit morceau de fil. Donc, on voit que l'élément dB est directement proportionnel au courant. Okay, donc, si vous avez un courant qui est, par exemple, 2 fois plus grand, ça va produire des éléments infinitésimaux de champ magnétique qui est 2 fois plus grand. Okay, donc, ça, c'est un petit peu logique. C'est plutôt les deux autres variables que je veux regarder avec vous. C'est quoi l'influence de θ? C'est quoi l'influence de r? Okay. Mais premièrement, regardons c'est quoi l'influence de la distance r dans cette équation-là. Pour l'instant, imaginons qu'on a un cas où θ est constant. Donc, disons, vous avez votre petit morceau infinitésimal de fil avec du courant qui va vers le haut. On se prend un angle θ quelconque. On le garde constant.
puis on fait juste varier la distance R. Donc R, je rappelle, c'est tout le temps la distance qu'il y a entre votre élément infinitésimal de fil et le point P qui vous intéresse. Fait que ce serait cette distance-là, par exemple. Fait que pour le premier cas, R est égal à ça. Dans le deuxième cas, R est égal à cette distance-là. Et puis dans le troisième cas, R est égal à cette distance-là. Donc, ce qui arrive, c'est que vous remarquez que la formule là, dB, c'est proportionnel à 1 sur R carré. Donc, ça veut dire que plus que vous allez vous trouver loin du fil, plus que le champ magnétique va être petit. Okay. Ce qui est un petit peu logique. Hein. Quand on est proche du fil, le champ magnétique est grand, puis quand on s'éloigne, le champ magnétique va diminuer, et ça diminue comme 1 sur R carré. Donc, pour représenter ça, j'ai fait des symboles de champ magnétique de plus en plus petits. Fait que quand on est proche du fil, ici, on aurait comme un gros champ magnétique qui sort de l'écran. Quand on s'éloigne un petit peu, le champ magnétique devient plus petit. Quand on s'éloigne, ça devient de plus en plus petit. Ça décroît comme 1 sur R carré. Okay. Donc ça, c'est l'influence de la distance R dans la formule de la loi de Biot-Savart. Et l'influence de l'angle θ. C'est un petit peu plus difficile à cerner peut-être. Ben, pour trouver l'influence de l'angle θ, on va se fixer un R qui est constant. Okay. Donc on va prendre notre élément infinitésimal qui est ici, et on va aller regarder qu'est-ce qui se produit pour différents points là, situés autour de notre fil, donc à différents angles θ, mais on va toujours rester là, à une distance R qui est constante. Donc qu'est-ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir des points qui sont situés sur un cercle hein, de rayon constant, situé autour de notre petit morceau de fil électrique ici. Okay. Donc c'est ça, fait que pour un certain angle θ, on a un certain champ magnétique, okay, qui serait en fait tous les champs là, qui sont à gauche de notre fil vont sortir de l'écran. Tous ceux qui sont à droite vont entrer dans l'écran à cause de ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec la règle de la main droite. Okay. Puis, ce qui arrive, c'est que si votre angle augmente, ben, le champ magnétique va augmenter. En fait, le champ magnétique va atteindre une valeur maximale quand votre angle va être égal à 90 degrés. Parce que si on garde R constant, là, puis I constant, on n'a que dB proportionnel au sinus de l'angle θ. Okay. Et on sait que le sinus d'un angle θ, ben le sinus atteint sa valeur maximale lorsque l'angle est égal à 90 degrés. Okay. Donc ça ressemblerait à peu près à ça. Donc quand vous avez des petits angles, les champs magnétiques sont petits, plus que votre angle augmente et se rapproche de 90 degrés, plus que votre élément dB va augmenter. Et à partir de maintenant, si vous continuez à augmenter l'angle, si votre angle devient plus grand que 90 degrés, ben là ça va redescendre. Hein, parce que la valeur maximale d'un sinus, c'est vraiment atteint quand l'angle est égal à 90 degrés. Okay. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que c'est symétrique. Hein, à partir là, c'est symétrique par rapport aux 90 degrés. Par exemple, si vous avez un angle θ1 qui est égal à ça ici, puis un angle θ2 qui est plus grand que 90, mais en fait, votre angle θ2, là, il serait égal à 180 moins θ1. Okay? Et il pourrait avoir exactement la même valeur du sinus, donc le module là, de dB ici et le module de dB ici vont être exactement les mêmes. Okay, donc c'est symétrique là, par rapport aux 90 degrés. Donc si vous êtes par exemple à un certain angle d'un côté ou de l'autre du 90 degrés, mettons 80 degrés et 100 degrés, donc 10 degrés à gauche et à droite, les deux vont avoir exactement la même valeur là, du dB. Okay. Quoi d'autre qu'on peut remarquer, c'est que si vous êtes exactement à un angle de 0 degré, ou à un angle de 180 degrés, ça va donner un champ magnétique qui est égal à 0. Parce que sinus de 0 degré, ça donne 0, et sinus de 180, ça donne 0 également. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que le fil électrique, le petit morceau de fil électrique, ne va pas produire de champ magnétique quand vous êtes le long de l'axe du fil. Okay? Donc si vous avez un fil qui est vertical, par exemple, donc partout là, sur l'axe vertical, il n'y aura pas de champ magnétique généré par ce morceau de fil-là. Le fil va juste générer du champ magnétique quand on est de part et d'autre, de chaque côté de lui, mais devant lui et derrière lui, il ne produit pas de champ magnétique. Okay. Et si on va de l'autre côté, okay, là on va avoir des angles qu'on pourrait là, recommencer à compter. Toujours là, comme je disais, c'est comme si devant le fil c'était 0 degré, puis on se fie à cette référence-là pour calculer nos angles. Okay. Si on est à droite, okay, ben ça va être les mêmes angles, mais ils vont être mesurés de l'autre côté. Et donc, on va avoir exactement le même profil. C'est vraiment symétrique à ça. Fait qu'encore une fois, on voit qu'à 90 degrés, on atteint la valeur maximale. Et encore une fois, il y a des symétries là, avec les angles qui se ressemblent de chaque côté. La différence, c'est que quand on est là, à gauche, ici, de notre fil, c'est du champ magnétique qui sort de l'écran. Puis quand on est à droite, c'est du champ magnétique qui entre dans l'écran, en vertu de la règle de la main droite qu'on a vue tout à l'heure.
Ok. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. En tout cas, ça vous donne une idée. C'est juste un petit approfondissement, là, juste pour être sûr de bien comprendre cette loi-là, qui est la loi de Biot-Savart. Parce que justement, c'est vraiment ça qui va nous servir de base là, pour tout ce qu'on va faire là, finalement dans les sections là, 4.7, 4.8 et 4.9. C'est quand même bon juste d'analyser ça un petit peu puis voir comment ça fonctionne. Okay. Ce qu'on va faire dans la situation 1, je vais le faire avec vous. Okay? Ça va être une intégrale. Donc, je sais qu'on n'en a pas fait beaucoup cette session. Là. C'est pas grave si vous ne comprenez pas vraiment là, tous les détails de l'intégrale. Je vais quand même vous la montrer. Okay? C'est juste pour vous prouver, dans le fond, d'où vient cette formule-là. C'est ça qu'on veut faire à la situation 1. On veut partir de la loi de Biot-Savart, qui est cette loi-là ici. Et on va imaginer qu'on a un morceau de fil qui est fini, donc qui mesure une certaine longueur L. Okay? On pourrait diviser ce fil-là en plein de petits mini éléments infinitésimaux. Chaque petit élément mesurait une longueur dl. Okay? Et on sait qu'à chaque fois qu'on a un petit morceau de fil qui mesure dl de long, on sait qu'il va produire un petit élément de champ magnétique qui est celui-là ici. Donc ce qu'on va faire dans quelques instants, c'est qu'on va juste intégrer tout ça. Okay? On va voir ça comme, on dit que le fil qu'on a ici, c'est plein de petits morceaux qui mesurent chacun dl. Okay? Et en faisant l'intégrale de tout ça, on va donc additionner la somme de tous les petits éléments dB qui vont avoir été produits par chacun des petits éléments dl. Et on va s'arranger pour intégrer là, d'une extrémité du fil jusqu'à l'autre extrémité du fil. Et le résultat qu'on va obtenir, le résultat de l'intégrale, ben, ça va être le champ magnétique qui va être produit à cet endroit-là. Et vous allez voir, ça va donner cette équation-là ici. Okay. C'est ça. Donc, ce qu'on va dire, c'est que, bon, l'équation, la loi de Biot-Savart, c'est ça ici. Okay. Nous, dans notre schéma, on va faire deux remplacements. Le fil qu'on utilise, il est parallèle à l'axe X. Okay. Donc, on pourrait dire que l'élément de longueur du fil, notre élément dl, ben nous, on va l'appeler tout simplement dx. Okay? C'est la même chose, okay? Parce que c'est l'élément de longueur du fil qui est selon l'axe x. Donc dl ou dx, dans notre situation à nous, ça revient exactement au même. Okay? Fait qu'on va remplacer, vous voyez, dl par dx. Ça, c'est une première chose qu'on a faite. Deuxième chose qu'on a faite, c'est que dans l'équation, c'est sinus de alpha. Okay? Alpha, je vous le rappelle, c'est l'angle qui était mesuré ici. Fait qu'on suppose que devant notre fil, l'angle θ vaut 0. Puis on se fie sur ce 0 degré-là pour mesurer les angles qui nous intéressent. Okay? Donc ici, comme le courant va vers la droite, ce qui correspond à 0 degré, là, ce serait la direction qui est devant notre fil électrique. Okay? Donc notre point P à nous, il est ici. C'est le point P qui nous intéresse. Donc on pourrait dire que ce point P-là se trouve à un certain angle θ. Okay. L'angle θ, ce ne sera pas quelque chose qui est constant parce que à chaque élément de fil, comme on est placé à différents endroits, ben, l'angle θ va changer tout le temps. Quand on va être par exemple ici, l'angle θ il va être un angle plus grand que quand on est par exemple ici, où là l'angle θ va être un angle qui est plus petit. Okay. Donc chaque morceau de fil dl va avoir son propre angle θ. Okay. C'est ça, comme je disais dans la formule, c'est noté comme ça, sin θ, toujours par rapport à l'axe qui est égal à 0 degré. Nous, pour des raisons d'intégration, pour que l'intégrale soit plus facile, ça va être plus convenable pour nous, ça va être plus pratique pour nous de ne pas écrire notre intégrale en fonction de θ, mais plutôt en fonction de l'angle alpha ici. Okay? Comment on peut faire ça? On va juste convertir sin θ en quelque chose qui va s'exprimer en fonction de alpha. Et comment on va faire ça? Ben, c'est assez simple parce que θ et alpha, comme vous le voyez sur le schéma ici, ils sont reliés par un triangle rectangle. Vous avez un triangle rectangle qui est comme ça. Cet angle ici vaut 90 degrés. Okay? Et ce qui arrive à ce moment-ci, c'est que quand vous avez un triangle rectangle, ben, c'est sûr que la somme des deux angles aux deux coins, là, par exemple ici l'angle θ et l'angle alpha, la somme des deux angles est égale à 90 degrés. Okay. Et il y a une petite propriété là, qui dit que quand vous avez, par exemple, deux angles, deux angles comme ça dans un triangle rectangle, le sinus de l'angle θ va être exactement égal au cosinus de l'angle alpha. Ça fonctionne parce que l'angle alpha, c'est égal à 90 degrés moins θ. Okay. Donc, c'est ça. Donc, imaginez, par exemple, je sais pas, là, un triangle là, où vous auriez, je sais pas, là, mettons qu'un des deux angles serait égal à 60 degrés, puis l'autre angle serait égal à 30 degrés. Okay. Ben, vous pouvez regarder sur votre calculatrice, là, si vous pitonnez par exemple le sinus de 60 degrés, ben, c'est exactement égal au cosinus
de 30 degrés. Okay? C'est la même chose. Okay? Si vous avez un angle ici qui est égal à 90 degrés moins cet angle-là, ben le cosinus de cet angle-là va être égal au sinus de cet angle-là. Okay? On peut le comprendre facilement dans un triangle rectangle. Okay. Par exemple, le sinus de l'angle θ, c'est opposé sur hypoténuse. Le cosinus de l'angle alpha, c'est adjacent sur hypoténuse, mais dans les deux cas, le sin θ, ce serait R sur l'hypoténuse, mais cos alpha, ce serait aussi R sur l'hypoténuse. Donc, on comprend encore une fois que sin θ et cos alpha, c'est la même chose. Okay. Fait que nous, vous voyez qu'on va écrire là, que sin θ, c'est la même chose que cos alpha. Puis on avait déjà remplacé notre dl par dx. Okay? Fait que finalement, c'est ça qu'on fait. Fait qu'on dit que le champ magnétique total qui va être produit ici, au point P, ça va être égal à l'intégrale, donc la somme de tous les petits éléments dB. Chaque petit élément dB, c'est égal à ça. Okay? Et là, on réécrit un petit peu notre intégrale. Tout ce qui est constant, on peut le sortir. Donc, mu0 fois i sur 4pi, c'est juste des constantes. Donc, voyez, on les a sortis de notre intégrale. Et il nous reste donc cette intégrale-là à intégrer. Okay. Qui est ici. Okay. C'est ça qui nous reste à faire. Okay. Là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chacune de nos... qu'est-ce qu'on a ici? Fait qu'on a des trucs là, qui sont exprimés en fonction de x, on a des trucs qui sont exprimés en fonction de alpha, et on a des trucs qui sont exprimés en fonction de r. Okay? Donc, ce qu'il faut faire pour faire une intégrale, c'est qu'il faut s'arranger pour tout ramener ça à la même variable. Fait que soit qu'on change tout ça pour exprimer ça en fonction de x, ou qu'on change tout ça pour exprimer ça en fonction de alpha. Les deux se feraient, mais le plus simple pour intégrer, c'est de tout ramener en fonction de alpha. C'est ce qu'on va faire ici. Okay. Par exemple, si on regarde notre schéma, on voit qu'il y a un triangle rectangle. Okay? C'est vraiment avec ce triangle rectangle-là qu'on va travailler pour faire nos substitutions. Donc, on pourrait dire, par exemple, que le cos de l'angle alpha va être égal à R sur l'hypoténuse. Hein? Cos d'un angle, c'est adjacent sur hypoténuse. Ça nous permet de dire aussi que R est égal à R majuscule sur cos alpha. On a juste isolé R minuscule là-dedans. Donc, on obtient ça ici. Ça, on va l'utiliser tout à l'heure pour venir remplacer le R dans l'équation par ça ici. Okay. L'autre chose qu'on doit faire, c'est trouver, là, il faut changer dx pour l'écrire en fonction de quelque chose qui dépend de alpha. Donc, on commence par dire alpha, c'est quoi dans notre triangle? Ben, tangente de alpha, c'est opposé sur adjacent. Donc, tangente de alpha, c'est x sur r. On isole x là-dedans. X égale à r fois tan de alpha. Et là, on fait dériver. Okay? On fait dx sur dA. Okay? Fait qu'on dérive ça par rapport à alpha, finalement. Fait que dx sur d alpha va donner là, la dérivée de ça. R, c'est une constante. Dérivée de tangente alpha, c'est sécante carrée de alpha. Et la sécante de alpha, c'est 1 sur cos alpha. Fait qu'on peut dire que c'est la même chose que R sur cos carré de alpha. Tout ça, c'était dx sur d alpha, qui est égal à ça. Donc, si on multiplie de chaque côté par d alpha, on va donc obtenir que dx est égal à R d alpha sur cos carré de alpha. C'est ça qu'on va utiliser dans l'équation ici pour remplacer le dx. Okay. Et ça, on fait juste remplacer les deux trucs qu'on vient d'obtenir. Donc, on va voir que notre intégrale, ça va être ça ici. Et là, on va remplacer le dx. Vous voyez, là, on a remplacé le dx par ce qu'on a calculé tantôt, qui est ça ici, r d alpha sur cos carré alpha. Cos alpha, on ne touche pas, on le laisse comme ça, il est déjà exprimé en alpha. Puis là, r, tout à l'heure, on a dit que c'était r sur cos alpha. Nous, ici, on a r au carré. Donc, on va écrire ça ici au carré, donc r sur cos alpha au carré. Okay. Là, il y a plein de choses qui vont se simplifier parce que ça va donner r carré. Ça va donner cos carré alpha. Là, on divise par une fraction, c'est comme multiplier par la fraction contraire. Donc, le cos carré alpha qui est ici va se simplifier avec le cos carré alpha qui va avoir là. Okay. Ici, on va avoir un r au numérateur. Au dénominateur, on va avoir un r au carré. Donc, ça va faire r sur r carré. Il va juste rester un r qui va arriver donc au dénominateur. Et la seule chose qui va rester dans notre intégrale, c'est l'intégrale de cos alpha fois d alpha. L'intégrale de cos alpha fois d alpha, c'est très facile. Ça donne tout simplement sinus de alpha. Okay. Et nos bornes d'intégration, ça va être l'angle alpha 1 jusqu'à l'angle alpha 2. Ça va être quoi ces angles-là? Okay. Mais rappelez-vous, au début, on avait dit que notre but, c'était d'intégrer sur tout le fil au complet. Donc, les bornes de notre intégrale, c'est les deux extrémités du fil. Hein. Fait que c'est du début du fil jusqu'à la fin du fil. Okay. Si on avait intégré, par exemple, sur l'axe X, on aurait dit qu'on intègre de ici jusqu'à ici. Okay. Mais si on y va en fonction des angles, on va intégrer de, par exemple, ici jusqu'à ici. Fait que les angles qui vont entrer dans nos bornes d'intégration, ça va être les angles qu'on a là. Ils sont écrits ici. L'angle alpha 1 jusqu'à l'angle alpha 2. Okay.
C'est ça. Donc après ça, on évalue notre intégrale. Et quand on dit l'intégrale de cos alpha, c'est sinus de alpha, qu'on évalue de alpha 1 jusqu'à alpha 2. La façon d'évaluer ça, c'est d'avoir nos constantes, puis on fait ça évalué à alpha 2, à notre borne supérieure, et on soustrait ça ici évalué à notre borne inférieure. Donc ça donne sin alpha 2 moins sin de alpha 1. Okay. Donc le résultat de notre intégrale, c'est ça ici. Okay. Dans la formule qu'on vous donne dans le livre, c'est presque exactement ça, mais vous remarquez qu'on a ajouté une valeur absolue. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, l'angle alpha 1 puis alpha 2, c'est pas important lequel, vous appelez lequel. T'sais, nous, sur notre schéma ici, on a dit que ça c'était alpha 1 puis l'autre c'était alpha 2. On aurait pu faire le contraire. On aurait pu dire que lui ici s'appelle alpha 1 puis lui ici s'appelle alpha 2. C'est pas grave. De toute façon, là, c'est une différence de deux angles. Fait qu'en mettant ça en valeur absolue, okay, ça règle tous les problèmes. Là. Fait que vous n'avez pas besoin de vous soucier vraiment là, lequel des deux angles vous allez appeler alpha 1, lequel des deux angles vous allez appeler alpha 2. C'est pas grave. Hein. Ils sont interchangeables. Puis comme il y a une valeur absolue, ça va donner exactement le même résultat tout le temps. Okay. En fait, ça va donner un résultat qui est toujours positif parce que mu0 sur 4pi c'est une constante. I, c'est juste le courant électrique, donc c'est positif. R, c'est positif aussi. Puis là, vous faites la valeur absolue de la différence de ces deux sinus-là, qui va donner un chiffre positif aussi. Donc, évidemment, ça va toujours donner un champ magnétique qui a un module positif, nécessairement. Hein, le module d'un champ magnétique, ben, le module d'un vecteur, c'est toujours positif. Okay. Comme je dis, j'ai fait l'intégrale avec vous pour vous montrer d'où venait cette équation-là. Mais si vous ne comprenez pas toute l'intégrale, c'est pas grave. Je ne vous demanderai jamais de redémontrer cette formule-là. Ça, c'est une formule qui est dans le livre là, directement. Dans le fond, vous, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est d'appliquer correctement là, cette formule-là pour résoudre les problèmes. Okay. Puis d'ailleurs, avant d'en faire des petits exemples de problèmes avec vous, je vais juste vous faire remarquer certaines choses, okay? Des petites remarques là, qui concernent cette équation-là. J'ai 4 remarques à vous dire. Okay. Les 3 premières remarques, là, je les ai écrites en vert là, parce que souvent c'est des choses qui vont bien, il n'y a pas trop de problème avec ça. La 4e remarque, vous ferez attention, je l'ai mis en rouge là, parce que souvent c'est ça qui va causer des problèmes. Fait que souvent les gens vont faire vraiment des erreurs là, concernant la 4e remarque, alors que les 3 premières, ça va relativement bien. Mais je vais quand même vous les dire. Là. Concernant le courant I, donc, I, dans cette équation-là, c'est vraiment le module du courant qui voyage là, dans votre bout de fil. Fait que ça, c'est toujours positif. Okay? Que votre courant circule là, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Le I, c'est tout le temps un nombre positif, c'est le nombre d'ampères. Okay? C'est sûr que si votre courant change de côté, qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir une influence. Ça va avoir une influence dans le sens du champ magnétique que vous allez avoir à votre point P. Fait que si vous changez le sens du courant, ça va faire la différence là, entre avoir un champ magnétique qui entre dans l'écran ou un champ magnétique qui sort de l'écran. Ces fameux deux petits symboles-là. Fait que oui, ça va modifier l'orientation, la direction dans laquelle pointe le champ magnétique. Mais I, c'est juste un nombre d'ampères. Fait qu'avoir, mettons, je sais pas, là, 2 ampères vers la droite ou 2 ampères vers la gauche, ben le chiffre qu'on plug ici, c'est 2. Okay, fait que ça, c'est un chiffre qui est toujours positif. Concernant la distance R, okay, ben, la distance R, c'est la distance, c'est en mètres, hein, c'est dans le système international. C'est la distance qu'il y a entre le point P, et là, ça dépend. Fait c'est la distance qu'il y a entre le point P et le fil. Si votre point P est vraiment vis-à-vis votre fil, okay, fait que ça, souvent, c'est le cas qui est le plus facile à faire pour la distance R. Parfois, ça va arriver que votre point P n'est pas vis-à-vis votre fil. Okay. Ben ça, c'est pas grave. Quand vous avez ça, ce que vous faites, c'est que dans votre tête, vous faites un prolongement. Vous prolongez l'axe de votre fil et la distance R, c'est tout le temps la distance qu'il y a entre le point P et, par exemple, le prolongement de votre fil. Okay, ou le fil directement s'il est directement là. Mais ce qui est important, c'est que la ligne que vous tracez, okay, qui va correspondre à votre distance R, cette ligne-là va toujours être va toujours être perpendiculaire à votre fil ou au prolongement de votre fil. Okay. Fait que c'est vraiment comme la distance minimale qu'il y a entre le point P et l'axe de votre fil. Okay. Et ça va toujours positif aussi parce que c'est une distance. Fait que sur votre schéma, une distance, c'est toujours positif nécessairement. Okay. Concernant les angles alpha 1 et alpha 2, les angles alpha 1 et alpha 2 doivent toujours être mesurés par rapport à la ligne R, okay? Pas par rapport à l'axe de votre fil. Fait que vous voyez sur le schéma, ici les angles, on ne les a pas indiqués ici, puis ici les angles sont toujours mesurés par rapport à votre ligne R. Okay? C'est comme si votre ligne R là, définissait le alpha égale à 0 degré, et on se fie à cette ligne R là pour mesurer les différents angles alpha 1 et alpha 2. Okay. Je vous rappelle que alpha 1 et alpha 2 sont interchangeables. Fait que c'est pas grave lequel vous appelez alpha 1, lequel vous appelez alpha 2. Ici aussi, on aurait pu les changer, là, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est qu'ils soient toujours mesurés là, par rapport à votre ligne R
qui est là. Okay. Et ça, comme je dis, ces 3 points-là, souvent, ça va quand même assez bien. C'est pour ça qu'ils posent le plus de problèmes. Ce que je m'apprête à vous dire maintenant, c'est ça des fois qui engendre des erreurs là, pour les étudiants. C'est que quand le point P va être vis-à-vis votre fil, comme c'est le cas ici. Okay. Fait que vous allez avoir votre point P, vous allez tracer votre distance R là, à 90 degrés du fil, ça va bien. Et là, vous allez partir de votre point P, tracer là, 2 lignes qui vont jusqu'à chacune des 2 extrémités de votre fil. C'est ça qui va correspondre aux angles alpha 1 puis alpha 2. Okay. Quand vous avez un point P qui est ici, là, qui est comme aligné avec l'extérieur de votre fil, là, avec l'axe du fil, ben là, vous allez avoir l'angle alpha 1, alpha 2, et vous allez mettre les 2 angles positifs. Vous pourriez mettre les 2 négatifs, ça marcherait aussi, là, mais non, souvent on met les 2 angles positifs, fait que ça pose pas trop de problème. Le piège à éviter, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là ici, okay, ben, comme l'angle alpha 1 et l'angle alpha 2, c'est 2 angles qui partent dans 2 directions différentes par rapport à votre ligne R. On se rappelle, on a dit que la ligne R, c'est ce qui définit le alpha égal à 0 degré. Et les angles sont toujours mesurés par rapport à cette ligne R-là. Donc l'angle alpha 1, c'est un angle qui part d'un des côtés de votre ligne R. Puis l'angle alpha 2, il est de l'autre côté, dans l'autre direction. Donc ça, ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est que quand vous avez ça, vous devez absolument mettre un de vos 2 angles négatifs. Okay. Vous devez dire, par exemple, je sais pas, là, mon angle alpha 1, ça va être égal à moins 30 degrés, mon angle alpha 2, ça va être égal à plus 40 degrés. Okay. On pourrait faire l'inverse, on pourrait dire que ça c'est plus 30 degrés, puis lui c'est moins 40 degrés, c'est pas grave, là. Mais c'est sûr qu'il y a un des 2 angles que vous devez mettre négatif, là, parce que justement ils partent de 2 directions opposées à par rapport à votre ligne R. Okay. Alors que ici, dans ce cas-là, les 2 angles partaient du même côté. L'angle alpha 1 était mesuré dans un des sens par rapport à la ligne R et l'angle alpha 2 dans le même sens. Fait que ça, on peut mettre les 2 angles positifs ou les 2 angles négatifs. Ça ne change rien parce que de toute façon, c'est en valeur absolue. Généralement, on les met les 2 positifs. Là, mais ici, c'est super important d'en mettre un négatif et un positif. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous mettez les 2 angles positifs et vous essayez de remplacer dans cette équation-là, ça ne fonctionnera pas. Ça n'aura pas le bon chiffre. Okay. Fait que c'est vraiment important. Fait que toujours là, à cause du fait que la ligne R, c'est ça qui vous sert de référence comme étant 0 degré. Okay. Fait que juste pour se pratiquer à utiliser correctement cette loi-là, et c'est surtout les angles, hein, c'est ça qui est difficile, là, parce que le reste de l'équation, c'est juste une constante fois le courant, et divisé par la distance R. La distance R, c'est facile sur le schéma, personne ne se trompe avec ça, c'est vraiment les angles qui causent problème, et c'est vraiment comme quasiment là, toutes les erreurs que vous allez faire dans la section 4.7, c'est parce que vous allez utiliser les mauvais angles. C'est vraiment ça qui est difficile à comprendre, c'est là qu'on risque le plus de se tromper. Fait que pour vous aider à bien comprendre, j'ai préparé 7 petites questions comme ça. C'est un peu comme des vox pop, là, si on le faisait dans la classe pour vrai. Là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, je vais vous poser différentes situations. Ça va toujours ressembler à ça. Fait que vous allez avoir un morceau de fil avec un courant qui se déplace dans une certaine direction. Puis on va se poser 2 questions. On va se demander premièrement là, le champ magnétique au point P, il serait dans quelle direction? Est-ce qu'il serait sortant de l'écran ou entrant dans l'écran? C'est la première question qu'on va se poser. Et ensuite, on va se demander si on voulait faire des vrais calculs, là, calculer le module du champ magnétique qui est produit là, ici au point P, ce serait quoi les angles qu'on devrait utiliser dans notre formule? Donc, vous allez voir, au début, ça va être simple, puis après ça va aller de plus en plus difficile. Fait que mettons le premier ici, là. Si vous avez un fil avec un courant qui va vers la gauche, dans quel sens serait le champ magnétique produit au point P? Ben, si on utilise la règle de la main droite, là, vous mettez votre pouce qui pointe vers la gauche, dans le même sens que le courant, vous faites tourner vos doigts, puis vous voyez que le champ magnétique va tourner, si vous voulez, dans ce sens-là, comme ça. Donc, tous les points qui seraient en haut du fil, ce seraient des lignes de champ magnétique qui entrent dans l'écran, et tous les points qui seraient en bas du fil, ce seraient des champs magnétiques qui sortent de l'écran, et donc le point P, lui aussi, c'est un endroit où le champ magnétique va sortir de l'écran. Okay. Et pour les angles, okay, qu'est-ce qu'on utiliserait comme angle ici? Ben, notre ligne R, vous voyez, on l'a tracée ici. Cette ligne-là R-là, c'est elle qui définit l'angle alpha égal à 0 degré. Et l'angle alpha 1 puis alpha 2, c'est des angles qui sont mesurés par rapport à notre ligne R. Donc, on pourrait dire que alpha 1 et alpha 2, ce serait 30 degrés et 60 degrés.
Okay. En fait, on pourrait les inverser. Ça pourrait être 30 degrés, 60 degrés ou 60 degrés et 30 degrés. Donc, la bonne réponse à dire, ce serait C. Parce que, comme je dis tout à l'heure, l'angle alpha 1 et alpha 2 sont interchangeables. C'est pas important lequel vous appelez alpha 1 puis alpha 2. L'important, c'est que ce soit les deux angles là, qui partent de votre ligne R et qui correspondent là, aux deux extrémités de votre fil. Hein, parce que c'est ça les deux bornes d'intégration de notre intégrale. Fait un deuxième exemple, vous avez encore un courant qui va vers la gauche. Cette fois-ci, le point P est placé là. Donc, par la règle de la main droite, on voit qu'au point P, le champ magnétique va entrer dans le schéma. Et les angles à utiliser, ce serait quoi? C'est ça. Fait qu'ici, c'est comme un piège. C'est pas des 10 degrés puis des 20 degrés. En fait, ce serait aucune de ces réponses. Okay? Pourquoi? Le piège ici que je vous ai tendu, c'est que les angles, rappelez-vous, il faut toujours qu'ils soient mesurés par rapport à la ligne R. Pas par rapport à l'axe du fil, pas par rapport à la ligne horizontale comme ça, toujours par rapport à R. C'est votre ligne R, je vais un peu croche, c'est votre ligne R qui vous sert de référence. Votre ligne R vous indique c'est quoi qui correspond à alpha égale à 0 degré. Et vous devez mesurer vos angles alpha par rapport à cette ligne R-là. Okay. Fait que si les angles ici c'est 10 degrés et 20 degrés, ben les deux angles qu'on aurait là, ce serait là 90-10 et 90-20. Donc ce serait des angles de 70 et 80. Lequel vous appelez 70, lequel vous appelez 80, c'est pas grave parce que de toute façon ils sont interchangeables, mais il faut que vos deux angles ce soit 70 et 80 et non 10 et 20 degrés. Si vous mettez 10 et 20 degrés dans l'équation ici, ça ne donnera pas le bon chiffre. Okay. Fait que c'est vraiment important que vos angles soient toujours mesurés par rapport à la ligne R. Okay. Troisième question. Donc, vous avez une situation comme ça. Le fil électrique, là, il y a un courant qui pointe vers le bas. Donc, au point P, comment ça fonctionne? Si on fait la règle de la main droite, avec votre pouce vers le bas, vous tournez vos doigts, on se rend compte qu'au point P, c'est du champ magnétique qui va sortir de l'écran. Okay? Et maintenant, pour les angles, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, votre ligne R, on part du point P, on abaisse une ligne perpendiculaire là, au prolongement de notre fil. Donc, ça, c'est ça qui définit alpha égale à 0. Et là, j'essaie de vous mélanger encore ça avec mes angles de 20 et de 40. Là, les vrais bons angles sont toujours mesurés par rapport à la ligne R. Fait que l'angle de 20 degrés, lui, était correct. Okay, ça pourrait être notre alpha 1, par exemple. Notre alpha 2, ce ne sera pas 40 degrés. C'est l'angle qui va être mesuré par rapport à la ligne R jusqu'ici. Fait que ça, c'est 40. Lui, ici, va être égal à 50 degrés. Donc, nos deux angles, c'est 20 et 50. Donc, ce serait B, la bonne réponse. Okay. Ça aurait pu être 50 et 20. Là. On pourrait inverser le 20 et le 50, mais c'est 20 et 50, les deux bons angles à utiliser. OK. Donc, jusqu'à présent, vous aviez des schémas, puis je vous indiquais directement des angles sur les schémas. Okay? Mais parfois, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir juste des coordonnées. Vous allez avoir une espèce de plan, là, XY, puis vous allez avoir un schéma de tracé là, à l'échelle, ou pas nécessairement, mais en tout cas, peu importe. Vous allez avoir des coordonnées, fait que vous allez savoir là, les coordonnées de vos deux extrémités et les coordonnées du point P. Fait que si vous connaissez des coordonnées puis des distances, vous êtes capable de les calculer vous-même, ces angles-là. Okay, en faisant par exemple des sinus, des cosinus, des tangentes, des choses comme ça. Fait ici, là, on va commencer avec la première question. Si vous avez un bout de fil, avec la règle de la main droite, vous mettez votre pouce vers la droite, vous faites tourner vos doigts et on se rend compte qu'au point P, ça va faire du champ magnétique qui entre dans l'écran. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait calculer? Ce serait quoi nos angles alpha 1 et alpha 2? Okay. Il faudrait calculer ça comment? Ben, le plus simple, ce serait avec des tangentes. Hein. L'angle alpha 1, on pourrait dire que c'est arc-tangente de 2 tiers. Okay, ça donne 33,7 degrés. Et notre deuxième angle, alpha 2, là, ce serait l'arc tangente. Là, on se ferait une espèce de triangle rectangle comme ça. Fait ici, ça mesurerait 6, hein, 2 cm plus la longueur du fil qui est 4 cm. Fait que 6 cm divisé par 3 cm. Fait que ce serait donc l'arc tangente de 6 tiers, qui donne l'arc tangente de 2, là, qui donne 63,4 degrés. Ce serait ces deux angles-là à utiliser. On aurait pu les inverser, on aurait pu dire que ça c'est alpha 1, ça c'est alpha 2, peu importe, mais ce sont ces deux angles-là qu'on doit utiliser. Okay. Fait qu'on vous êtes capable de les calculer ces angles-là en faisant des arcs tangentes. Fait qu'on n'est pas toujours obligé de vous les donner tout cru dans le bec. Là. Vous êtes capable de faire des calculs quand vous avez un schéma pour les obtenir. Okay. Okay, une autre question, si vous avez ça ici, ça c'est un cas un petit peu bizarre que vous allez rencontrer une fois de temps en temps, fait que je vais vous le montrer pour que vous l'ayez au moins déjà vu une fois, c'est que ça arrive parfois que votre point P, ça donne qu'il est aligné là, vraiment avec une des extrémités de votre fil. Okay. Fait que ce serait quoi les angles à utiliser dans ce cas-là? Mais faisons d'abord le sens. Là. Si vous avez le courant I qui pointe vers la droite, mettez votre pouce vers la droite, faites tourner vos doigts, vous allez voir qu'au point P, le champ magnétique va entrer dans l'écran. Okay. Maintenant, pour les angles, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a que ça mélange, des fois, là, quand l'angle est ici, ben,
c'est la même chose que d'habitude. Vous partez de votre point P, vous abaissez une ligne qui va rejoindre votre fil, ou en tout cas le prolongement de l'axe de votre fil là, à 90 degrés. Et votre ligne R, c'est ça qui vous sert de référence là, comme alpha est égal à 0 degré. Okay. Et ensuite de ça, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on part là, du point P, puis on se trace deux lignes qui vont rejoindre chacune de nos deux extrémités. Là, ça donne qu'une de vos deux extrémités se trouve directement sur votre ligne R. Ben, c'est pas grave. La ligne R, on a dit que ça définit alpha comme étant 0 degré. C'est ça notre angle de référence. Ben, c'est pas grave. Ça veut dire juste qu'une des extrémités de notre fil correspond directement à un angle alpha égal à 0. Il nous reste seulement à trouver l'autre valeur. Okay, donc, on se rappelle, c'est toujours l'angle qui est mesuré par rapport à notre ligne R. Donc, ce serait cet angle-là. Donc, nos deux angles, ça va être 0 degré et 65 degrés. Donc, ce serait le numéro D. On pourrait les inverser, là, appeler θ1, 65, θ2, 0, peu importe. Là, mais les deux angles, ça va être 0 degré et 65 degrés. Okay. Ici, un cas un peu bizarre, là, quand le point P tombe vis-à-vis le fil. Okay? Fait qu'on part du point P, on abaisse notre ligne R qui va croiser le fil là, à 90 degrés. Okay. Avant de regarder les angles, regardons au moins la direction. Si vous avez là un courant qui va vers la droite, on applique la règle de la main droite, ça fait au point P un champ qui entre dans le schéma, okay, dans l'écran. Et pour les angles, c'est ça. Fait que, si on part du point P, on se trace deux lignes droites pour rejoindre chacune des deux extrémités de notre fil. Okay. Si je vous dis que cet angle-là mesure 40, cet angle-là mesure 50, c'est quoi les bons angles à utiliser dans le schéma? C'est pas 40 et 50, hein, fait que c'est pas le numéro A. Ici, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la ligne R là, que vous tracez, cette ligne-là vous sert de référence. C'est comme si cette ligne-là, c'était alpha égale à 0 degré. Et les angles doivent toujours être mesurés par rapport à la ligne R, ça c'est correct, mais toujours, là, comme ils sont mesurés dans deux directions différentes, ça signifie qu'un des deux angles, vous allez devoir le mettre positif. Un positif, un négatif. Okay. Fait qu'on pourrait par exemple mettre 40 et moins 50. Okay. Mais on pourrait mettre aussi moins 40 et 50. Okay. Fait qu'on ne met pas les deux positifs, on ne met pas les deux négatifs non plus. C'est vraiment un positif, un négatif. Lequel des deux, ben, les deux c'est correct. Okay. Fait que c'était la réponse, il y en avait deux, c'était soit B ou C. Okay. Les deux, ce serait correct. Okay. Mais rappelez-vous que c'est tout le temps là, quand vous avez ça, comme les deux angles partent dans deux côtés différents, toujours en mettre un positif, un négatif. Si vous mettez deux positifs, ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas la bonne réponse. Il faut vraiment qu'il y en ait un des deux que vous mettiez négatif. Okay. Et le dernier, que je trouve intéressant comme question aussi, c'est que essayez d'imaginer là, que vous avez ça comme situation. Okay. Puis là, je vous dis, là, si votre fil avait une longueur infinie, ben, en tout cas, infinie, on s'entend, là, si la distance R était très petite par rapport à elle. Okay. Fait qu'imaginez que si on prend ça puis que notre point P se rapproche par exemple de plus en plus de notre fil, ou imaginez que le point P reste là mais que le fil devient vraiment de plus en plus long, okay? Même jusqu'à tendre vers l'infini. Okay. Ce serait quoi la valeur de nos angles alpha 1 et alpha 2 qu'il faudrait utiliser? Okay. Ben, première chose, c'est qu'on se rappelle qu'on va mettre un positif et un négatif, ça c'est correct. Okay? Mais les angles alpha 1 et alpha 2, ils deviendraient quoi? Ils tendraient vers quelle valeur? Okay. Imaginez, là, si on prend le fil ici et qu'on l'allonge de plus en plus, la ligne ici l'extrémité va être de plus en plus loin vers la gauche. Donc la ligne ici va être de plus en plus penchée, de plus en plus horizontale. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais l'angle alpha 1 et l'angle alpha 2 vont chacun tendre vers une valeur de 90 degrés. Ça va devenir là, des angles droits. Okay, à la limite. C'est comme si le point P se rapprochait de plus en plus, là, ce serait une autre façon de le faire approcher le point P de plus en plus près du fil. Ben, quand le point P serait rendu ici, là, ben, l'angle alpha 1 puis l'angle alpha 2, là, ce serait des angles qui seraient très grands, ça se rapprocherait de 90 degrés, puis à la limite, là, quand R est beaucoup plus petit que L, les angles tendraient vers 90. Okay. Maintenant, on se rappelle qu'il faut en mettre un positif et un négatif. Okay. Donc on pourrait dire par exemple que alpha 1 vaut 90 et alpha 2 vaut moins 90, ou faire l'inverse, c'est pas important, mais il faut au moins qu'il y en ait un positif et un négatif. Okay. Ensuite de ça, remarquez comment c'est intéressant, c'est que ces deux angles-là, il faudrait ensuite là, aller les mettre dans cette équation-là, puis calculer le champ magnétique. Okay, que ça donne. Et si on le fait, si on prend notre équation, puis on remplace par exemple alpha 1 par 90 et alpha 2 par moins 90, qu'est-ce que ça va donner? Ben, sinus de 90 degrés, ça donne 1. Sinus de moins 90 degrés, ça donne moins 1. Puis l'équation, c'est sin alpha 1 moins sin alpha 2. Fait qu'on aurait 1 moins 1, donc 1 plus 1, qui donne 2.
Okay? On aurait mu0 sur 4pi fois i sur r fois 2. Donc, le 2 et le 4, ça se simplifierait. Fait qu'on annule 2 ici. Et ici, il ne restera pas 4, il va rester 2. Ça donnerait mu0i, mu0 sur 2pi fois i sur r. Okay? Mu0 sur 2pi fois i sur r, c'est quoi? C'est exactement l'équation qu'on avait obtenue là, à la section 4.6. Okay? C'est normal parce que la section 4.6 qu'on a fait là, avant la section 4.7, on vous avait dit cette équation-là, c'est le champ magnétique que vous allez avoir là, quand vous êtes à une certaine distance r d'un fil rectiligne qui est infini. Okay? Fait que vous voyez que ça concorde. Ça, c'est l'équation pour un fil qui est fini. Okay? Donc un fil qui a une certaine longueur. Mais si on prend l'équation du fil fini, puis qu'on imagine que ce fil fini-là devient de plus en plus long, okay, ben, ce qu'on a réalisé ensemble, c'est que si le fil devient très 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 long, ça va faire en sorte que les angles alpha 1 et alpha 2 vont tendre vers 90 et moins 90, et quand on remplace dans l'équation, ça va donner ça ici. Okay. Fait qu'on vient de montrer qu'en partant de l'équation qui est très 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 générale, qui fonctionne pour n'importe quelle longueur de fil, si on prend cette équation-là, puis qu'on la pousse un peu à la limite, là, puis qu'on fait tendre le fil vers l'infini, ben on se rend compte effectivement qu'on obtient la formule qu'on a trouvée à la section 4.6 qui décrit un fil qui est infini. Okay. Donc tout fonctionne bien, tout est logique, tout est cohérent, puis ça vous montre, ça veut juste vous rassurer que cette équation-là, elle est vraiment vraie et elle fonctionne pour toutes les longueurs de fil, même les fils qui sont très 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 longs. Okay. Voilà, en fait, ça fait le tour, ben c'est ça, c'était les 7 petits exemples que je voulais vous montrer. Okay. Maintenant, à quoi ça peut ressembler un vrai problème là, que vous allez rencontrer dans la section 4.7? Ben, ça, c'est la situation 2, par exemple. C'est qu'on vous donne un morceau, c'est comme je dirais pas vraiment un circuit, mais en tout cas, c'est un cadre métallique okay, qui est parcouru par un certain courant. Vous connaissez toutes les dimensions, puis on vous demande justement de calculer c'est quoi le champ magnétique total qui est produit au point P. Et on vous dit que le courant qui va circuler, vous voyez la pile, comment elle est placée. Là, fait qu'on sait que le courant va circuler globalement dans le sens anti-horaire. Et le module du le courant, c'est 3 ampères. Okay, on veut trouver le champ magnétique total qu'on va avoir au point P. Okay. Ce qu'on peut faire pour résoudre ça, c'est que si vous avez un objet qui est complexe comme ça, okay, vous pouvez toujours dans votre tête là, prendre l'objet et le diviser en plusieurs petits morceaux, en plusieurs petits segments. Okay. Donc ça ici, c'est comme si c'était 4 morceaux de fil différents. Okay. Et vous pouvez calculer séparément, c'est quoi de manière individuelle, c'est quoi le champ magnétique que chacun de ces petits morceaux de fil-là va produire au point P. Vous savez comment faire ça, parce que c'est avec l'équation qu'on a vue ici. Cette équation-là, ça sert justement à calculer c'est quoi le champ magnétique qui est produit par un morceau de fil. C'est ça qu'on a fait dans les exemples qu'on avait là. Et fait que vous avez 4 morceaux de fil ici. Fait que vous pourrez appliquer comme 4 fois la formule, trouver c'est quoi le champ magnétique que chacun de ces 4 petits morceaux de fil-là va faire au point P. Et ensuite, vous additionnez tout ça. On fait le principe de superposition des champs magnétiques. Okay. Dans cet exemple particulier-là, okay, c'était une des situations du livre, c'était arrangé pour pas que ce soit trop difficile. Okay. Dans le sens que, oui, on peut diviser ça en 4 segments. Okay. Par contre, on voit rapidement qu'il y a 2 des 4 segments qui vont donner un champ magnétique 0 au point P. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'avec la loi de Biot-Savart, on s'est rendu compte que quand vous avez un morceau de fil électrique, un morceau de fil avec un courant électrique, ce fil-là produit du champ magnétique quand vous êtes à côté de lui, mais il ne produit jamais du champ magnétique le long de son axe. Fait qu'il ne produit pas du champ magnétique devant lui ni derrière lui. Donc, par exemple, le segment BC qui est ici, il ne va pas produire de champ magnétique au point P. Il va produire un champ magnétique qui est égal à 0, parce que le point P il est sur l'axe du segment BC. Même chose pour le segment AD. Le segment AD, là, il est placé comme ça en diagonale. Le point P est directement sur son prolongement. Puis un morceau de fil électrique parcouru par un courant, ça ne produit pas de champ magnétique là, sur son axe, ni devant lui, ni derrière lui. Donc, encore une fois, égal à 0. Fait que, bref, il vous restait seulement 2 contributions à calculer. Okay. Le segment AB, lui, va faire un certain champ magnétique au point P. C'est quoi le champ magnétique qu'il va faire? On applique notre équation. Okay, mu0 sur 4pi fois i sur r. Donc ça, c'est juste des constantes. Le courant, c'est 3 ampères. Et la distance r qu'il y a entre le morceau de fil ici et le point P. On a abaissé notre ligne perpendiculaire qui est ici. Et cette ligne-là mesure 8 cm. Il faut le mettre en système international, il faut le mettre en mètres. Donc c'est 0,08 mètres. Okay. Et les angles qu'on a, on a une des extrémités qui est directement
le long de la ligne R, donc ça c'est alpha égale à 0 degré. Et l'autre ici, ben, selon les mesures, on voit que ça va être 45 degrés, parce que ça mesure 8, ça mesure 8, donc ça mesure 16 et 16, ou ici ça mesure 8 et 8, donc c'est vraiment des triangles rectangles avec les deux côtés égaux, donc c'est 45 degrés directement. Fait qu'on remplace tout ça, et on obtient le module du champ magnétique. Cette équation-là vous donne seulement le module du champ magnétique, mais en appliquant la règle de la main droite, là, si vous mettez, si vous avez du courant qui va vers la gauche, donc en mettant votre pouce vers la gauche, vous voyez que ça ici, ça fait du champ magnétique qui va entrer dans l'écran, donc qui serait dans la direction moins K, selon ce système d'axe XY là, XYZ. Là. Et le segment CD, ben là, vous avez du courant qui va vers la droite. Donc lui, si vous faites la règle de la main droite, vous voyez que ça va produire du courant qui va sortir de l'écran, donc dans la direction plus K. On applique la formule. Okay. Encore une fois, les constantes, le courant c'est 3 ampères, ça c'est facile. La distance R, c'est la distance qu'il y a entre votre fil et le point P, donc ce serait la longueur de cette ligne-là ici, donc c'est 16 cm. On le met en système international, donc 0.16 m. Okay. Et encore une fois, un angle de 0, un angle de 45 degrés, on calcule, on remplace, on a ça. Fait que vous venez de calculer les 4 champs magnétiques individuellement, produits par chacun des 4 segments. Il y en avait 2 qui étaient 0. Il y en avait un qui était un champ magnétique qui entre dans l'écran. Il y en avait un autre qui était un champ magnétique qui sort de l'écran. Et là, on a juste à additionner tout ça ensemble. Okay. Et dans ce cas-ci, ça donne un champ magnétique total qui va entrer dans l'écran. Parce qu'on voit qu'ici, la composante qui entrait dans l'écran était plus grande que la composante qui sortait. Okay, donc, ça va donner quelque chose là, au total qui va entrer dans votre écran. Okay. Fait que ça, c'est la façon de procéder. Fait que quand vous avez une forme qui est complexe, là, vous pouvez toujours la diviser en plusieurs petits morceaux et calculer individuellement le champ magnétique que chaque morceau va produire et vous additionnez tout ça ensemble. Okay, puis ça va vous donner le champ magnétique total. Juste un petit coup d'œil rapide là, aux exercices que vous allez rencontrer dans la section 4.7. Okay. Entre autres, là, il y en a un que vous avez une espèce de forme carrée comme ça. Je vous demande de calculer le champ magnétique total produit au point P. Okay. Ben, ici, ça va être relativement simple. Okay. Puis en plus, il y a une symétrie dans le problème. Là. Vous pourrez par exemple calculer le champ magnétique qu'une seule arête là, du carré va produire au point P. Et après ça, vous pourrez juste faire x4. Hein. Ça va les mêmes opérations vont se répéter 4 fois. Okay. Pour le triangle, vous pouvez calculer c'est quoi le champ magnétique qui est produit par un seul des côtés du triangle et faire x3 ensuite. Ça va être un petit peu plus difficile à calculer parce que vous allez devoir vous poser un peu plus de questions là, pour la distance R pour les angles. Okay. Pour le carré, ça va être facile. Les angles, ça va être juste 45 degrés. La distance R, ça va être juste la moitié de la longueur d'un côté. Pour le triangle, ça va être un petit peu plus difficile, mais en tout cas, vous voyez un petit peu l'idée. Okay. Pour la section 4.7, j'ai inventé un nouvel exercice que j'ai mis sur mon site web. Donc, il va être disponible là, en ligne. Vous pourrez aller le télécharger. Okay. C'est le même genre de problème encore une fois. C'est juste un petit peu différent de ceux qui sont dans le livre. C'est juste pour vous en donner un autre exemple. Fait que vous avez un espèce de cadre métallique comme ça qui est parcouru par un certain courant de 3 ampères. Puis d'après le sens de la pile, on comprend dans quel sens le courant va se déplacer. Là. Fait qu'ici, il va se déplacer comme ça. Ici, il va aller vers le bas. Ici, il va aller vers la gauche. Puis ici, il va monter. Donc, un courant de 3 ampères. Okay. Puis, je vous demande dans le fond, là, c'est quoi le champ magnétique total qui va être produit au point P. Donc ça, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il va falloir que vous divisiez ça en 4 segments, en 4 morceaux différents. Et un peu comme on a fait dans la situation, là, calculer individuellement le champ magnétique que chacun de ces 4 segments-là va produire au point P. Okay. Fait que ça, je ne ferai pas la solution ici avec vous, là, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous irez voir là, mon site web, c'est sûr que c'est évidemment cette formule-là que vous allez appliquer. Okay. Et regardez pas la solution tout de suite, là, mais si vous le faites imprimer, ça va être au verso, mais sinon c'est un PDF qui a 2 pages. Là. À la deuxième page, là, je donne vraiment le détail de toutes les variables à utiliser. Fait que, par exemple, je dis pour le segment AB, qu'est-ce qu'il faut utiliser là, si vous voulez calculer c'est quoi le champ magnétique que le segment AB va produire au point P. Je vais vous donner la valeur à utiliser pour la distance R, pour l'angle alpha 1, pour l'angle alpha 2. Fait que, allez pas le voir tout de suite, là, essayez de le faire par vous-même. Puis je vais vous donner ici là, le champ magnétique, juste le champ magnétique produit par le segment AB, qu'est-ce qu'il vaut, combien de Tesla et est-ce qu'il est entrant ou sortant. Même chose pour chacun des 4 segments. Okay. Fait que dans le fond, ça, je ne veux pas faire la solution ici au complet. Là, vous êtes capable de faire les calculs par vous-même, mais juste vous dire là, que si jamais ça ne marche pas, si vous accrochez, je donne vraiment le détail complet de la solution. Fait que toutes les valeurs des variables à utiliser, qu'est-ce que chaque résultat intermédiaire donne. Okay. Fait que vous pourrez vous déboguer là, si jamais vous avez des erreurs de calcul ou si
si vous ne trouvez pas la bonne réponse tout de suite là, du premier coup. Puis le numéro B, là, je vous demande juste le champ magnétique qui est produit au point Q par le segment AB, là, uniquement par le segment AB. Je ne veux pas que vous fassiez tout le truc au complet. C'est juste pour vous donner un exemple, là, quand vous avez un morceau de fil avec le point Q qui est situé là, vis-à-vis le fil. Okay, donc ça, ce serait la distance R. Vous aurez votre truc à 90 degrés. Fait que c'est juste pour vous donner un exemple de ça parce que vous ne l'aviez pas encore rencontré dans les trois, dans les, en tout cas, dans le numéro A. Okay. Donc c'est ça. Fait que vous irez faire ça. Ça va vous pratiquer. Les réponses sont toutes sont écrites là. Okay. Comme je vous dis, n'allez pas voir ça tout de suite. Essayez de le faire par vous-même. Mais jamais vous n'arrivez pas, vous êtes bloqué. Tout le détail là, est donné ici. Fait que ça, c'est pratiquement la solution. Il vous resterait juste à pitonner. Okay. Fait que c'est vraiment tout est bien. Tout ce qui est nécessaire de comprendre et de savoir, là, c'est écrit dans la réponse qu'il y a là. Donc voilà, fait que ça fait le tour de la section 4.7. Okay. Puis comme vous allez voir, là, la section 4.8 et la section 4.9 qui s'en viennent, ça va être assez similaire à ça. C'est juste que là, on a calculé le champ magnétique produit par un fil. Dans la section 4.8, ça va être le champ magnétique produit par un anneau. Puis dans la section 4.9, ça va être le champ magnétique produit par un solénoïde. Donc, on va faire des intégrales, on va développer des équations et vous devrez être capable d'utiliser ces équations-là correctement pour résoudre des problèmes, là, placer les bonnes variables au bon endroit et tout. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui s'en vient. Fait qu'en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!